Ce soir à l'émission, le conflit s'étire entre les policiers de la Régie du Lac-des-Deux-Montagnes et la partie patronale. Je pense que tout le monde qui est dans son travail aujourd'hui ne s'attend pas à négocier ses conditions de travail à la baisse. Et le manoir Globinski présente l'exposition « Les voix de la révolte ». On vous présente une exposition permanente sur les voix de la révolte. En entrevue, je reçois Mylène de Repentigny-Corbeil qui nous parle des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. C'est quand même une femme sur 3 qui vit la violence physique ou sexuelle dans le monde. Je m'entretiens également avec Mylène Morissette à propos de la reconnaissance de la ville de Sainte-Thérèse à titre de municipalité amie des enfants. Reconnaissance-là confirme un engagement, notre engagement en fait à placer le bien-être des enfants au cœur de nos décisions. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle de la prévention des blessures dans la pratique des loisirs et des sports d'hiver. On est vraiment dans l'amélioration de la qualité de vie de n'importe qui va se sentir pas capable de bien fonctionner dans ses activités quotidiennes. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 3 décembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jaunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Les policiers de la Régie du Lac-des-Deux-Montagnes sont sans convention collective depuis 3 ans. Leurs moyens de pression attirent l'attention actuellement, mais avant tout ça, faites-nous un résumé du conflit. Oui, alors comme vous le dites, la convention collective de la 60aine de policiers de la Régie qui dessert les villes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac et Deux-Montagnes est échue depuis décembre 2022. Si beaucoup de progrès a été fait dans les 6 premiers mois de la négociation et que beaucoup de points ont été réglés, il y a ensuite eu beaucoup de hauts et de bas dans les négociations qui ont allongé le processus que la fraternité des policières et des policiers de Deux-Montagnes déplore puisque leurs demandes, selon eux, sont très raisonnables. Alors, quels sont les points de mésentente avec l'employeur? Alors, les 2 plus grandes demandes des policiers sont le salaire et l'augmentation d'effectifs. Pour ce dernier point, Julie Héon, qui est présidente de la fraternité, m'expliquait qu'il désirait avoir 11 policiers supplémentaires pour répondre aux besoins d'une population grandissante. Ça fait au-dessus de 15 ans, si c'est pas 20 ans, qu'on a le même nombre de préventionnistes dans les écoles. Par contre, les quantités d'écoles primaires et secondaires, ils ont augmenté sur notre territoire. Il y a beaucoup plus de plaintes. Les jeunes sont beaucoup plus pris avec des problèmes qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, il manquerait de préventionnistes, un sergent ou une sergente détective aussi, ainsi que des agents de circulation. Pour Mme Héon, l'entrée en service du REM engendre de nouveaux enjeux. Le REM va nous amener d'autres genres de problèmes. Il y a une rapidité, il va passer vraiment plus rapidement, mais on le voit quand il y a des délais sur la Rive-Sud. Le trafic que ça peut causer autour de la station quand elle fonctionne plus. Les lifts de dernière minute, ça fait que les gens sont pressés. Fait qu'on a besoin de nos policiers sur la circulation, on a besoin de nos policiers présents pour ça, pour que les autres puissent répondre aux appels de bagarres, de violences conjugales. Ça me prend 2, 3 puis 4 chars d'un fois pour répondre. Pour Mme Héon, la création de nouveaux postes permettrait aussi une meilleure attractivité et des perspectives d'avenir intéressantes pour la relève. Et pour ce qui est de l'augmentation salariale? Alors, les policiers demandaient une augmentation de 18 % sur 5 ans pour pallier, entre autres, à l'inflation. Au début de l'année, ils ont cru que les négociations débloquaient. Les patrons et les policiers semblaient s'être entendus sur une augmentation de salaire de 17,5 % sur 5 ans et l'ajout de 8 nouveaux employés au corps de police. Ils se seraient même serré la main sur ces conditions, mais la suite ne s'est pas déroulée comme la fraternité l'avait prévu. En mai, les maires des 4 villes responsables ont décidé de ne pas entériner l'offre. On écoute à ce sujet Mme Héon. Ils ont pris notre offre, puis ils l'ont mis aux poubelles, ils l'ont déchiré, donnez-y l'image que vous voulez. Mais tout le travail qu'on avait fait depuis 2 ans et demi, il a été tassé du revers de la main. Fait que c'est plate de mettre en place un processus, de respecter les gens qu'on délègue en place. Et nous, on part avec les demandes de nos membres. Ce qui est plate, c'est que c'est même pas déraisonnable. C'est vraiment dans les limites de se maintenir. On se demande qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient leurs employés municipaux. Là. Autant n'importe qui. Là, je pense que tout le monde qui est dans son travail aujourd'hui, ne s'attend pas à négocier ses conditions de travail à la baisse. Les représentants de la Régie ont décliné notre demande d'entrevue.
Bon, alors là, maintenant, ce qui fait réagir, ce sont des affiches là, qui ont été placées comme moyen de pression, moyen de visibilité par le syndicat des policiers. Oui, exactement. Des affiches caricaturant les 3 maires et la mairesse du territoire desservi par la Régie du Lac-des-Deux-Montagnes qui ont été installées à certaines intersections. Les municipalités et la Régie ont partagé un communiqué la semaine dernière déclarant que même s'ils respectaient le droit à la liberté d'expression et à l'utilisation de moyens de pression, les images illustrant les élus en habit de prisonniers en les qualifiant de voleurs dépassent les limites acceptables. Elles ont donc déposé un grief patronal plus tôt ce mois-ci. Les discussions sont en cours entre les avocats des 2 parties pour voir si les affiches devront être retirées. Pour la fraternité, c'était une façon comme une autre de faire entendre leur mécontentement, car les moyens de pression des policiers sont très encadrés par la loi. On écoute pour terminer Madame Héon qui nous explique comment elle voit la suite des choses. Je sais pas pourquoi utiliser une médiation qui a été infructueuse, dont on est sorti avec aucune avancée, des élections sans opposition, puis là on s'en va devant un arbitrage de différends, où est-ce que c'est supposé être un processus qui, quand on s'entend pas, puis là, moi d'où je viens, quand on se serre la main, ça veut dire quelque chose. Je pense que les gens, ils aiment ça, quitter la grande ville pour s'en venir quand il y a une quiétude. C'est de la banlieue, puis tout ça, qu'on veut pas perdre ça non plus. Fait que c'est beau les parcs, c'est beau les installations qu'on met en place, mais encore faut-il que ça soit sécuritaire puis que ça soit pas dangereux de sortir le soir. C'est ça qu'on veut maintenir. On l'a, mais on veut pas le perdre. Voilà, Claude, donc on continue à suivre le dossier. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'une nouvelle exposition permanente sur les Patriotes au manoir Globensky. À plus tard, Claude. Le service de police de la ville de Saint-Jérôme sollicite l'aide de la population afin de retrouver Ellie Smith, 17 ans, portée disparue depuis le mercredi 19 novembre en fin d'après-midi. Selon les informations disponibles, elle pourrait se trouver dans la région de Saint-Jérôme ou de Montréal. Ellie Smith est une personne de taille élancée, mesurant 1,76 m. Elle a les cheveux blonds, les yeux bruns et le teint pâle. Toute personne qui l'aurait aperçue est priée de communiquer immédiatement avec le service de police de la ville de Saint-Jérôme. Les cohortes finissant en interprétation théâtrale et production scénique du Collège Lionel-Gros présentent le projet Laramie, un texte de Moises Kaufman et du Tectonic Theatre Project, traduit par Emmanuel Schwartz dans une mise en scène de Louis-Carl Tremblay. Le spectacle, qui raconte l'histoire de Matthew Shepard, un jeune étudiant tué en raison de son homosexualité le 6 octobre 1998 à Laramie, au Wyoming, sera présenté du 19 au 21 décembre au Théâtre Lionel-Gros. La roue tourne parfois dans le mauvais sens de l'histoire, de telle sorte qu'on assiste à une recrudescence de la violence faite aux femmes et aux personnes de la pluralité genrée. J'en discute avec Mylène de Repentigny-Corbeil, directrice générale de l'organisme Les Trois Sexes. Madame de Repentigny-Corbeil, bonsoir. Bonsoir. Bon, votre organisme est aussi responsable, à tout le moins, est au cœur de la campagne annuelle des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Il y a un thème général qui est « Même monde, même lutte, mêmes espoirs ». Qu'est-ce qu'il contient, ce thème? Ouais, c'est une campagne qui existe depuis 2008, puis j'ai envie de redonner les fleurs à l'organisme qui a porté cette campagne pendant 16 ans, la Fédération des femmes du Québec, et nous, c'est la première année qu'on le porte à Les Trois Sexes. Mais on le porte, mais après, toutes les décisions sont prises par un comité de 9 organismes qui ont choisi ces thématiques cette année. Je pense qu'il y avait une volonté à la fois de montrer que c'est des réalités qui sont vécues par toutes les femmes à travers le monde. C'est quand même une femme sur 3 qui vit la violence physique ou sexuelle dans le monde, mais aussi de tisser des liens de solidarité, de créer des ponts entre les femmes qui peuvent vivre justement ces réalités-là, puis montrer que les enjeux migratoires, les enjeux de guerre, de conflit amènent une recrudescence de ces violences-là, notamment auprès des femmes immigrantes et réfugiées. Donc, c'était une thématique qui était importante pour le comité, puis qu'on voulait mettre de l'avant cette année. Voilà. Ici au Québec, on va s'attarder à 2 aspects précis là, de la réalité des violences genrées, à commencer par la recrudescence des violences à caractère sexuel. Tout ça est chiffré. Hein? Est-ce que vous pouvez nous faire le portrait actuel de la situation et comment ça a évolué tout ça au cours des dernières années? Ouais, les données sont pas rassurantes. On voit une augmentation des violences
On assiste à une augmentation à la fois des plaintes vis-à-vis de la police, à la fois à des besoins de plus en plus importants auprès dans les maisons d'hébergement. On a vécu 15 féminicides depuis au mois d'octobre. On a assisté à 15 féminicides pendant l'année. En 2023, c'était 15 féminicides, c'était le nombre de femmes tuées dans l'année. Donc, on a déjà dépassé le nombre d'il y a 2 ans. Le nombre de plaintes, le nombre de violences. Puis derrière ces chiffres-là, il y a toutes celles qui soit ne se font pas tuer ou ne vont pas à la police, mais qui participent de ces chiffres-là. Donc, il faut toujours en prendre avec parcimonie parce qu'il y a encore plus de femmes qui vivent des violences insidieuses ou des violences dans un contexte conjugal, mais qu'on voit pas dans ces chiffres-là. Oui. Puis c'est le double, hein. Depuis 2013, ce chiffre-là a doublé. L'autre aspect qui sera mis en lumière ici concerne aussi les violences vécues par les femmes migrantes, hein, qui sont exacerbées, dites-vous, par des barrières structurelles et des contraintes administratives. De quoi on parle exactement? De plusieurs éléments. C'est sûr qu'on est toujours dans une perspective intersectionnelle. Donc, les femmes qui sont à l'intersection de plusieurs éléments identitaires vont ont la possibilité de vivre des violences de manière exacerbée. Ce qu'on veut mettre en lumière, c'est que le processus migratoire engendre potentiellement des violences, que les femmes qui vont qui sont immigrantes ou réfugiées vont aussi vivre des violences dans le système de santé, dans le système d'éducation. Quand tu es dans un lien de dépendance aussi avec un partenaire dans un processus de parrainage, par exemple, il y a plus de possibilités de vivre des violences et d'être dépendante de cette personne-là. Fait qu'on voulait montrer l'étendue de ces violences-là propres à ce statut migratoire-là qui peut engendrer une multitude d'enjeux spécifiques. Puis aussi de rappeler que en contexte de guerre, en contexte de conflit, on le voit à l'international, il y a plusieurs guerres, il y a plusieurs conflits. Les femmes sont toujours au premier plan en termes de violence sexuelle. C'est une arme, ça peut être une arme de guerre. Puis c'est de montrer que justement il y a ça qui impacte ces femmes-là à travers le monde et potentiellement les femmes qui immigrent chez nous. Il nous reste environ 30 secondes. Cette campagne-là porte un nom, les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Quelles sont-elles, ces actions, en gros? Donc, ça commence le 25 novembre avec la journée d'élimination à l'égard des femmes et ça se termine le 6 décembre, journée de la commémoration du féminicide de Polytechnique. On fait une commémoration justement samedi pour souligner ça et sinon, il y a des actions à chaque jour, des publications, des témoignages, des statistiques. L'objectif, c'est de conscientiser puis de parler de ces enjeux-là plus que jamais pendant ces 12 jours-là. Donc, voilà, il y a plein d'activités qui s'organisent jusqu'au 6 décembre. Mylène de Repentigny-Corbeil, vous êtes directrice générale de l'organisme Les Trois Sexes. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides doit procéder au transfert temporaire de l'unité des naissances de l'hôpital de Saint-Eustache vers l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Ce transfert sera en vigueur dès le vendredi 5 décembre à 8 heures, et ce pour une période d'environ 3 mois. Cette décision a été prise en raison du manque actuel de médecins gynécologues obstétriciens. Les femmes enceintes dont l'accouchement est prévu à l'hôpital de Saint-Eustache seront informées par le professionnel de la santé assurant le suivi de leur grossesse. Le Centre d'aide aux entreprises Rive-Nord annonce la nomination de Christian Thibault à titre de directeur général, une fonction qu'il occupera à compter du 15 décembre prochain. Cumulant plus de 15 ans d'expérience en développement économique, en financement d'entreprises et en gestion de projets structurants dans les Laurentides, M. Thibault possède une expertise stratégique, financière et opérationnelle qui, selon le Centre, permettra de renforcer la présence de l'organisme sur les territoires desservis et d'accélérer son impact auprès des entrepreneurs. Les blessures liées à la pratique des loisirs et des sports d'hiver peuvent résolument gâcher votre plaisir, mais sachez qu'on peut les éviter, ce dont Maude Pilon-Bernier nous parle dans le reportage qui suit. J'aimerais ça que tu nous décrives un peu ton titre, ton rôle, puis ton quotidien aussi, avec quoi tu gères là, en tant que thérapeute. Super. Ben moi, je suis thérapeute du sport. Ça fait partie de la grande famille des professionnels de la santé qui aident dans les domaines de blessures, de prévention de blessures, de récupération post-opératoire. Donc, on est vraiment dans l'amélioration de la qualité de vie de n'importe qui va se sentir pas capable de bien fonctionner dans ses activités quotidiennes ou dans ses activités sportives
sportive à tout niveau, que ce soit une personne de 75 ans qui veut aller faire son épicerie de façon autonome ou quelqu'un qui s'en va aux Olympiques. Puis ce que je tiens à vraiment souligner, c'est le mouvement, c'est la guérison. On ne peut pas guérir quelque chose sans bouger. Quand notre but, c'est de bouger, puis on le fait en bougeant mal. On a besoin de bouger correctement. Fait qu'on est un gros jeu de Jenga pour ceux qui connaissent ça. Puis nous, on prend des jeux de Jenga tout amochés puis on les remet en tour. Aujourd'hui, on voulait vraiment mettre l'emphase sur quelque chose qui s'en vient. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui aiderait les gens à dire, OK, on porte une attention là-dessus pour prévenir d'éventuels inconforts, d'éventuelles problématiques ou blessures pour l'hiver qui s'en vient? Une excellente question. On est dans un pays ou dans un environnement qui a plusieurs saisons, puis ça porte à faire des changements de code vestimentaire. On porte pas les sandales qu'on portait l'été, on porte des bottes qui ne fitent pas de la même façon, qui nous donnent pas la même lecture du sol de notre corps. Ce que les gens ne pensent pas jamais, ce qui me surprend depuis plus de 20 ans que je fais la profession, c'est qu'on oublie nos pieds. Quand on se met à marcher sur la glace, c'est pas notre hanche qui pousse autant que la cheville. Et en twistant, ça fait glisser. Alors, les gens ils ont plus de crainte, ils bougent moins, ils s'affaiblissent. Et comme n'importe quelle affaire, si ça fait un certain temps qu'on l'a pas fait, notre cerveau se rappelle comment, mais notre corps, lui, il a mis ça de côté puis il a fait autre chose. Alors, il faut reprendre le contact avec l'activité de façon graduelle, de la réintégrer pour pouvoir, avec confiance puis avec facilité, réintégrer l'activité. On va avoir beaucoup plus de plaisir, on va avoir beaucoup plus de succès, puis on va avoir moins de risques associés à ça, que ce soit le pelletage. Tu sais, juste 10 pelletés d'un côté, 10 pelletés de l'autre, même s'ils sont moins efficaces tout le temps d'un bord que de l'autre, à la fin du pelletage, ils vont être aussi efficaces des deux bords. On vient de faire un bel entraînement bilatéralement égal. Mais aussi, on vient d'empêcher d'être pris comme ça toute la soirée sans s'en rendre compte, puis se réveiller avec un torticolis ou une lombalgie mystère le lendemain. Ça pourrait être de tout d'un coup mettre le pied dans un patin qui est marché sur une ligne avec des mouvements latéraux, tandis qu'on a marché comme ça tout l'été. On a des circonstances différentes qu'on doit préparer le pied et surtout les hanches. Puis c'est comme si une fois qu'on s'occupe du pied, cheville et hanche, le restant, ça va suivre. Oui. Puis là, on est capable à ce moment-là de vraiment aller faire des exercices plus précis par rapport à... On va rentrer le corps abdominaux, dos là-dedans. On va rentrer, peut-être on va préparer les cuisses. Mais je pars tout le temps de la même base qu'on est des animaux terrestres et donc on doit composer avec la gravité et le plancher qui nous tiennent en sandwich et le premier important facteur, c'est le pied-cheville qui va impacter tout ce qu'on doit faire. Si nos chevilles sont prises comme ça, mais on va se ramasser avec les hanches fléchies et le dos trop cambré vers l'extérieur et là, ça, c'est pas confortable. Ajoute de la glace, ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu en penses au niveau des échauffements ou d'implanter des petits exercices pour que les gens puissent être mieux préparés? Le plus gros impact, des fois c'est compliqué aussi, mais c'est de faire le matin. Okay. Parce que tout ce qu'on va faire le restant de la journée est par-dessus une mécanique qui est nettoyée. Donc, si on veut faire, mettons, 2 fois 12 exercices de mollet, oui. On en a fait 24. Mais si on les a fait au début de la journée, puis on a fait 4000 pas, on a fait 4024. Si on les a fait tout croche, on en a fait 24 dans la bonne direction, puis 4000 dans l'autre direction, fait qu'on n'est pas très avancé. Donc, si on les fait au début de la journée, ça nous fait un filtre positif pour le corps qui va graduellement s'améliorer sans nos efforts. Ça, c'est le fun. Est-ce que tu aurais autre chose à dire pour nos téléspectateurs que tu aimerais qu'ils gardent en tête pour mieux se préparer à l'hiver qui s'en vient? Écoutez-vous. Si le corps vous donne une information, au lieu de prendre un Tylenol, un Advil ou quelque chose pour vous en débarrasser, c'est une conversation que votre corps a avec votre cerveau. Il est en train de vous informer de quelque chose. Prenez-le en considération. Essayez de trouver vous-même qu'est-ce qui ne va pas. Consultez quelqu'un qui va vous aider. Et là, on a tout débloqué. On a appris. On l'incorpore, on n'a pas besoin de s'en souvenir, ça devient plus intuitif parce qu'on s'écoute et notre corps a compris que hey, ça faisait donc du bien ça, je vais le ressortir du tiroir. Et c'est fantastique qu'est-ce qu'on peut accomplir. Il ne faut jamais penser que notre corps peut pas se guérir. Tant qu'on est vivant, notre corps va se régénérer. On a des paramètres qui changent, mais dans la connaissance de ces paramètres-là, on peut accompagner quelqu'un pour bien vivre et se diriger dans une place où il va être heureux dans son corps, dans sa vie. J'ai tellement eu de plaisir à en apprendre avec Julie et maintenant, je suis prête pour l'hiver. Je vous conseille de réécouter cette capsule à plusieurs reprises pour être bien préparé. À bientôt!
La ville de Sainte-Thérèse peut désormais se targuer d'être une municipalité amie des enfants. Elle rejoint en ce sens un réseau international reconnu par l'UNICEF. Pour en parler, je reçois Mylène Morissette, conseillère municipale et responsable des dossiers famille à la ville de Sainte-Thérèse. Bonsoir, Madame Morissette. Bonsoir, Claude. D'abord, expliquez-nous ce que ça signifie, ça, être une municipalité amie des enfants. Parce que c'est pas une reconnaissance qu'on obtient sur demande, là. Il faut faire ses preuves. Effectivement. Donc, être municipalité amie des enfants, en fait, c'est une reconnaissance décernée par Espace Muni, et vous l'avez dit, en collaboration avec l'UNICEF Canada. Donc, Espace Muni, grosso modo, c'est une organisation provinciale, en fait, qui accompagne les municipalités MRC dans le développement de ces politiques sociales pour améliorer, en fait, la qualité de vie des citoyens de façon plus large, là, donc qui comprend aussi les enfants. Ça, en fait, reconnaissance-là, finalement, confirme un engagement, notre engagement, en fait, à placer le bien-être des enfants au cœur de nos décisions ici à la ville de Sainte-Thérèse. À les intégrer dans le processus démocratique, grosso modo. C'est une reconnaissance qui vient avec des engagements. Oui. De façon concrète, vous en avez pris 3. Si vous voulez, on va les regarder un par un. D'abord, la création d'un groupe conseil enfants et familles. Tu sais, c'est une reconnaissance qui est le fruit d'un travail collectif et rigoureux. Donc, les démarches pour avoir cette reconnaissance-là ont été laborieuses. Vous le disiez tantôt, c'est quand même une démarche qui était demandante pour nos équipes. OK? Donc, on trouvait important de nous démontrer la perspective des enfants dans nos politiques. Donc, au travers, comme vous l'avez dit, des familles, des enfants, de nos services, différents services. Et puis, on veut refléter ça au travers 3 engagements. Parmi ces engagements-là, il y en a un qui concerne les intersections non sécuritaires à proximité des écoles. Est-ce qu'elles sont devenues plus dangereuses qu'avant, ces intersections-là? Non, l'objectif, tu sais, c'est de les améliorer, en fait. Ouais. On veut, tu sais, la sécurité des enfants autour des écoles est déjà bien une priorité, tu sais, c'est une priorité bien établie là, au cœur de notre ville. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, en fait, en inventoriant, par exemple, les intersections à risque, en améliorant aussi la signalisation et travailler encore plus finalement avec les écoles, avec les services de police, avec les brigadiers, avec les parents en fait. Donc, c'est des partenaires qui vont être clés dans la mise en œuvre de cette action. L'idée, c'est d'aller plus loin finalement. D'accord. Il y a aussi un autre engagement qui concerne, qui est celui de déployer la bibliomobile dans les écoles. Oui. Ça, c'est un beau projet, là. Je signale qu'il a remporté le prix municipalité au 35e Grand Prix de la culture des Laurentides. Oui. Alors, comment ça va se déployer, ça, dans les écoles? En fait, on veut, c'est ça, déployer davantage la bibliomobile pour les services aux enfants. On le sait, hein, l'accès à la lecture, c'est un élément essentiel pour l'égalité des chances. C'est quelque chose qui est bien documenté quand même. Puis, on veut en fait que la bibliomobile, oui, soit déployée dans les écoles, mais en portant aussi une attention particulière aux milieux défavorisés. Donc, pour offrir des activités de lecture, pour stimuler le goût d'apprendre. Donc, encore là, l'idée, c'est d'être présent avec la bibliomobile, qui vont visiter les écoles, qui font connaître aussi les services de la bibliothèque aux enfants à travers la bibliomobile. On a les tentes à lire qu'on déploie l'été depuis quelques années, mais là, on veut être plus présent avec la bibliomobile parce que celle-ci permet plus de possibilités, là. Et puis, c'est plus intéressant pour les enfants parce qu'ils peuvent aussi emprunter des livres au travers la bibliomobile et finalement, c'est une bibliothèque qui se déplace. Oui, c'est ça. Vous avez parlé de Espace Muni tout à l'heure, qui est l'organisme, l'instance qui accorde cette reconnaissance-là au Québec. On précise qu'être une MAE, Municipalité Amie pour les enfants, c'est un engagement pour l'avenir. Donc, est-ce que ponctuellement, vous aurez approuvé que vous méritez toujours cette reconnaissance-là? Oui, en fait, au travers justement 3 engagements. Donc, on a parlé de 2 d'entre elles. Ouais. Donc, améliorer la sécurité autour des écoles, déployer la bibliomobile au service des enfants, mais aussi, pour arriver à cette reconnaissance-là, on veut que les enfants soient reconnus comme des citoyens à part entière. Donc,
qu'on les inclut dans la participation citoyenne finalement. D'ailleurs, on a un comité jeunesse qu'on a mis en place dans notre dernier mandat. C'est un excellent exemple de ça parce que au travers de ce comité-là, on consulte les jeunes, on prend leur opinion. Ceux-ci font des recommandations au conseil de ville par la suite. Excellent. Mais écoutez, en terminant, je précise qu'au Québec, il y a désormais 85 municipalités amies des enfants, auxquelles s'ajoutent 3 arrondissements de Montréal et 2 MRC. Mylène Morissette, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci, Claude. On est de retour avec Clara Matéjonet. Le manoir Globensky présente une nouvelle exposition permanente et vous êtes allé faire un tour. Oui, Claude, c'est l'exposition Les Voix de la révolte portant sur la rébellion des patriotes. Puisqu'on le sait, Saint-Eustache s'est retrouvé au cœur du soulèvement. Je vous propose de découvrir ça sur place dans notre reportage de ce soir. Actuellement, vous êtes dans un espace muséal qui s'appelle le manoir Globensky, qui en passant est accrédité par le gouvernement du Québec, donc reconnu. Et on vous présente une exposition permanente sur les voies de la révolte. C'est une exposition qui, en passant, a duré la préparation presque 3 ans. Parce qu'il y a eu des fouilles au niveau historique. Après ça, il y a eu à valider ces informations-là. Après ça, il y a eu à faire tout ce montage-là. Donc, il y a 5 personnages dans la pièce. On a 2 patriotes, on a 2 loyaux, puis on a une habitante qu'on appelle qui est résidée à Saint-Eustache, que vous pouvez écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont vécu, des témoignages vrais, là. C'est vraiment une recherche impeccable qui a été faite là, par des historiens, validée par un professeur d'université pour être bien sûr qu'on n'est pas à côté de la voie. Il y a aussi toute l'histoire du passé. Vous allez voir, là, depuis 1763, et ça se termine avec les patriotes passés, même 1837, 1840. Et là, toute la ligne de temps est bien indiquée sur les panneaux qui sont ici. Donc ça, c'est plus facile pour une personne qui arrive, qui peut écouter les patriotes. Ils se mettent un casque d'écouteur, ils les écoutent. La même chose, ils peuvent lire les textes, mais il n'y a pas énormément de textes à lire. C'est plus de l'écoute. Et le visuel a été fait là, pour que ça soit dynamique. Donc, c'est une ligne de temps intéressante. C'est une vision globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti pris des patriotes. Il y a des positions des loyaux, des patriotes. Donc, on a conjugué tout ça. Et on n'a pas fait cette exposition-là comme un éditorial. Donc ça, c'est important qu'on le dise. On n'a pas fait un parti pris des patriotes. On oublie l'histoire. Hein? Des fois, on est fasciné par ce qui se passe dans le temps. Hein? Aujourd'hui, on est en mode, on est dans les réseaux sociaux, on est très à l'actuel. Moi, je pense que c'est bon qu'on revienne dans le passé. C'est ça qui a construit notre futur aussi. Et c'est pour ça qu'on va attirer, je pense, une belle clientèle scolaire. Puis même les plus âgés, même les gens de ma génération aussi, et les familles, bien sûr, parce que la mission de l'organisme Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache, c'est de rejoindre les familles. Mais avec cette exposition-là, je pense que on va avoir une belle offre de service, en tout cas à tout le moins, là, dans les prochaines années. Fait qu'on est fiers. Merci. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Fripez-vous suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.